Donc encore une fois, bienvenue au 9e séminaire virtuel de l'Observatoire. Donc malheureusement, le confinement continue, mais heureusement, on continuera cette série de séminaires virtuels à raison d'environ toutes les 3 semaines. Donc aujourd'hui, on accueille Matteo Barsuglia, qui est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Astroparticules et Cosmologie, responsable scientifique de Virgo pour la France, et qui va nous parler de la détection des ondes gravitationnelles de LIGO Virgo au télescope Einstein. Matteo, je coupe ma caméra, je te laisse la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Et vous voyez aussi le curseur? Oui. Très bien. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, comme Philippe le disait, je vais parler en français. Les planches sont en anglais. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Allô? Oui, non, c'est bon, Oui. on t'entend. Vous pouvez les poser en français ou en anglais. Super, génial. Je commencerai par cette présentation par une petite introduction sur les ondes gravitationnelles. Ensuite, je vais continuer en parlant des instruments, LIGO et Virgo, et puis des résultats scientifiques pour terminer sur le projet Einstein Telescope. Donc, les ondes gravitationnelles, donc ce sont une conséquence de la théorie de la relativité générale. Donc, elles apparaissent pour la première fois dans un papier d'Einstein de 1916. Et les ondes gravitationnelles sont une perturbation de la métrique de l'espace-temps qui se propage comme une onde à la vitesse de la lumière et qui ont deux polarisations comme les ondes électromagnétiques qui sont transverses comme les ondes électromagnétiques. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que avec Virgo et LIGO, nous avons commencé à tester ces prédictions, notamment la vitesse des ondes gravitationnelles et aussi cette prédiction qu'il y a deux polarisations transverses. Et donc, au niveau des sources, donc les ondes gravitationnelles sont produites par des accélérations des masses qui ont un moment de au moins un moment de quadrupole. Et donc, voilà, le premier ordre, l'amplitude d'une onde gravitationnelle est produite voilà, pour la dérivée seconde du moment du quadrupole. Alors, quelle est, par exemple, une source qui a un moment du quadrupole qui change, qui accélère? C'est un système binaire de deux objets compacts, comme deux étoiles à neutrons ou deux trous noirs. Et donc, ce que nous détectons, ce que nous avons détecté jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle la coalescence d'un système binaire et le merge, la fusion de deux objets compacts. Donc, vous voyez ici donc, deux objets compacts qui sont dans une orbite quasi circulaire et puis qui fusionnent. Et donc, l'onde gravitationnelle correspondante, c'est ce qu'on appelle un chirp, un gazouillement, quelque chose, une onde qui augmente en fréquence et en amplitude avec le temps jusqu'à la fusion. Et puis après la fusion, il y a le ring down, donc le trou noir qui est généré, qui perd de l'énergie en onde gravitationnelle. Et puis, il y a ces modes quasi normaux d'oscillation du trou noir. Et puis, le trou noir, le système s'amortit, il n'y a plus d'émission d'ondes gravitationnelles. Alors, si on fait un calcul pour une source réaliste, une distance réaliste, on trouve une amplitude de 10-21. C'est juste un ordre de grandeur.
juste pour fixer un peu les idées. Et cela veut dire qu'il faut détecter, si nous avons un détecteur comme Virgo avec des bras de 3 km, il faut détecter une variation de distance dans les bras du détecteur de l'ordre de 10-18 mètres, donc un millième de la dimension du noyau atomique. Donc ça, c'est la difficulté de la mesure des ondes gravitationnelles. Donc aujourd'hui, donc, on détecte les ondes gravitationnelles avec des détecteurs interférométriques comme Virgo. Le concept présenté pour la première fois aux années 60. Et ensuite, il y a des efforts expérimentaux qui commencent donc aux années 70. Très importants, ce sont les travaux de Ray Weiss, qui aura le prix Nobel en 2017 sur l'étude des bruits, une étude de la configuration réaliste qu'il faut mettre en place pour arriver à une détection des sources astrophysiques. Très important, c'est la contribution de Ron Drever avec quelques idées clés pour améliorer les détecteurs interférométriques. Et puis, tout cela débouche sur les projets de détecteurs kilométriques comme Virgo et LIGO aux années 80. Et donc, ces détecteurs sont construits vers les années 2000. Vous voyez ici des photos de LIGO, donc LIGO Hanford sur la côte ouest, LIGO Livingston, disons, sur la partie est des États-Unis. Virgo, Géo, un peu plus petit, avec des bras de 600 mètres. Tama dans la vallée de Tokyo, avec des bras de 300 mètres. Donc, Virgo aujourd'hui, c'est un interféromètre, c'est un détecteur. C'est aussi une collaboration scientifique d'environ 600 personnes. Il y a 8 groupes en France. Et le site Virgo est dans le European Gravitational Observatory, donc un consortium qui a été fondé par la France et l'Italie, aujourd'hui est financé principalement par la France et l'Italie et aussi par les Pays-Bas. Alors, très schématiquement, qu'est-ce qu'est un détecteur d'ondes gravitationnelles, un détecteur interférométrique d'ondes gravitationnelles? C'est un interféromètre de Michelson modifié. Donc, le schéma, vous voyez ici, c'est un Michelson. Donc, il y a un laser, un faisceau laser qui est partagé en deux parties, sur deux bras de 3 km et avec une séparatrice. Donc, les deux faisceaux se récombinent et il y a une détection à la sortie d'un interféromètre. Donc, l'onde gravitationnelle passe, elle déforme. Elle produit quelque chose qui est équivalent à la déformation des bras de l'interféromètre, asymétrique. Donc, il y a un bras qui devient plus long, l'autre qui devient plus court. Cette déformation produit un déphasage entre les deux faisceaux. Ce déphasage est converti à une variation de puissance lumineuse à la sortie du détecteur. Donc, en mesurant la variation de puissance lumineuse avec des photodétecteurs, on mesure le passage des ondes gravitationnelles. Ça, c'est le principe. Mais un interféromètre de Michelson simple n'est pas suffisant pour détecter les ondes gravitationnelles. Et donc, on utilise des Michelson modifiés. Donc, on ajoute des composants. Alors, le composant plus important, c'est des cavités Fabry-Perot dans les bras. Excusez-moi, j'entends des petits bruits. Si vous pouvez éteindre le micro, merci beaucoup. Il y a des cavités Fabry-Perot dans les bras. C'est des systèmes optiques dont l'effet est augmenter la longueur optique des bras. Donc, on passe d'un bras de 3 km à un bras d'environ 1000 km. Donc, c'est comme si on faisait faire des allers-retours au faisceau 300 fois dans les bras.
Et on met aussi des miroirs entre le laser et la séparatrice. Donc, c'est un miroir qu'on appelle Power Recycling Mirror, donc miroir de recyclage de puissance, qui nous permet d'augmenter artificiellement la puissance du laser, donc d'un facteur entre 30, 40. Et on met un miroir à la sortie du détecteur pour augmenter la bande passante du détecteur, augmenter le signal gravitationnel détecté en sortie. Et puis, il y a des composants qui sont utilisés pour nettoyer le faisceau, des modes en forme, des modes d'ordre supérieur de la lumière, pour stabiliser sa fréquence et son amplitude. Donc, c'est un système complexe qui se base beaucoup sur cet outil qui sont les cavités résonantes, cavités Fabry-Perot. Alors, quelques éléments clés de Virgo et de LIGO, donc les suspensions et les miroirs. Donc, pour atténuer le bruit sismique, on suspend les miroirs à des pendules. Donc, le pendule, c'est un filtre. Il filtre les mouvements du point de suspension à des fréquences au-dessus de la fréquence de résonance. Donc, pour Virgo, c'est environ 1 Hertz. Donc, au-dessus d'un Hertz, il y a un filtre. Donc, on suspend des pendules à des pendules à des pendules en cascade et le miroir se retrouve suspendu donc à une chaîne de pendules. Donc là, c'est le détail sous le miroir. Alors, ce n'est pas vraiment un miroir simple, mais il est accroché à quelque chose qui nous permet de l'orienter, de le contrôler à basse fréquence, parce qu'à basse fréquence, le bruit sismique n'est pas atténué. Donc, pour aligner l'interféromètre, il faut appliquer des forces. On le fait avec des bobines, des aimants, des forces électromagnétiques. Et là, c'est un détail sous les miroirs. Les miroirs sont des blocs de silice fondu qui pèsent environ 40 kg et ont un diamètre de 35 cm. Alors, c'est les demandes, les spécifications en termes de polissage, de qualité surface des miroirs sont assez extrêmes. C'est des miroirs qui ont une planéité qui est inférieure au nanomètre sur une surface de 35 cm. Là, c'est un détail sur certains éléments optiques. Donc, ça, c'est un banc auxiliaire utilisé pour injecter le faisceau qui est très gros. Il fait environ 10 cm de diamètre. Pour un faisceau laser, c'est très grand. Donc, il y a des optiques qui injectent le faisceau dans l'interféromètre. Et tous les bancs optiques, même les bancs auxiliaires, sont suspendus à des pendules pour isoler le bruit sismique. Là, donc, ce banc, là, vous le voyez dans une salle blanche, ensuite est suspendu avec 3 fils. Et puis, il est mis dans une chambre à vide, donc pour réduire le bruit acoustique et les perturbations de l'air. Là, vous voyez le tube, donc tube à vide, donc c'est un gros volume de plusieurs milliers de mètres cubes de vide. Donc, c'est un tube qui fait 1,20 m de diamètre. Et puis, il y a la zone centrale avec ces tours qui hébergent les suspensions sismiques. Alors là, c'est un schéma qui montre la courbe de sensibilité théorique de Virgo, juste pour montrer quels sont les bruits qui limitent la mesure. Donc, l'axe X, vous avez la fréquence de l'onde gravitationnelle. L'axe Y, vous voyez le bruit équivalent de l'instrument en termes de H, amplitude de l'onde gravitationnelle. Donc, vous voyez, il y a 3 bruits, disons, de type fondamental. C'est le bruit thermique, en rouge, c'est les vibrations des atomes, des matériaux. Par exemple, les atomes du miroir qui se traduisent dans une vibration équivalente, déphasage, donc équivalent du faisceau laser. Et vous avez le bruit quantique. Ça, c'est un bruit qui est dû vraiment à la mesure, au fait qu'on utilise de la lumière, qui est un objet quantique pour détecter le passage de l'onde gravitationnelle. Donc, à haute fréquence, on l'appelle bruit de photon. À basse fréquence, on l'appelle bruit de pression de radiation.
Et puis, à basse fréquence, nous avons le bruit sismique et le bruit, ce qu'on appelle de gradient de gravité, le fait que il y a des ondes sismiques. Ces ondes sismiques changent la densité de matière en dessous du détecteur. Ce changement de densité devient une force, changement de force de gravité newtonienne, hein, c'est classique, qui change la position du miroir. Donc ça, c'est les trois bruits de type, disons, fondamental. Et après, il y a beaucoup de bruits techniques qu'il faut réduire. Alors, ça, c'est un schéma pour montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les étapes qui ont permis la détection des ondes gravitationnelles. Donc, entre 1916 et 2015, donc c'est un siècle. Donc, il y a eu la découverte des trous noirs, des étoiles à neutrons, qui était une motivation forte pour imaginer que les ondes gravitationnelles étaient détectables et qu'il y avait des sources qui pouvaient produire des ondes gravitationnelles. Puis la découverte de Hall et Taylor qui a montré que les ondes gravitationnelles existaient, donc la pulsar binaire de Hall et Taylor. Développement de technologies fondamentales comme les lasers, le système de contrôle. On utilise beaucoup de systèmes de contrôle d'un Virgo, des centaines de feedbacks. Les développements théoriques sur les formes d'ondes, sur les estimations des signaux et formes d'ondes qui permettent de comparer le signal détecté à la théorie et aussi de travailler ce qu'on appelle avec des patrons d'ondes, des templates. Et puis beaucoup de persévérance, un travail collaboratif, c'est des projets avec beaucoup de monde pour permettre d'arriver à 10-21. Vous voyez ici la sensibilité des détecteurs entre les années 60 avec les premières barres de torsion, ensuite les interféromètres en bleu, jusqu'à maintenant. Donc, il y a eu environ 10 ordres de grandeur de gagner en sensibilité en 50 ans. Alors, les résultats. Donc, LIGO Virgo ont commencé à prendre des données, donc LIGO d'abord et puis Virgo en 2015. Et le programme est d'alterner, a été et sera d'alterner des prises de données avec des améliorations du détecteur. Donc, la première prise de données s'appelle O1, donc en 2015, c'était seulement LIGO. Ensuite, O2, avec LIGO et un petit peu de Virgo, et puis récemment, O3. Ces informations, beaucoup d'informations sur ces prises de données, sur les sensibilités prévues et sur les capacités aussi de localisation des ondes gravitationnelles sont contenues dans un document qui est mis à jour régulièrement par les collaborations LIGO, Virgo et CAGRA. Et donc, c'est ce document qui est sur Archive. Et je pense que nous sommes à la 9e version ou 10e version. Donc, il y a beaucoup de mises à jour. Donc, la première détection, donc, je rappelle, c'était en 2015. Donc, ça a pris beaucoup de temps. C'était une détection double, donc les deux LIGO. Vous voyez ici les deux formes d'ondes avec un petit shift dû à l'ajustement dû à le temps de propagation de la lumière. De l'onde gravitationnelle entre les deux sites. Donc, ça a pris beaucoup de temps de se convaincre que c'était une vraie détection. Il a fallu se convaincre que ce n'était pas un artefact expérimental. Il y a eu 5 mois de travail derrière aussi pour montrer que l'événement avait une statistique, enfin il y avait pardon, je ne trouve pas le mot en français, mais bon, disons, il avait une high statistical significance, et puis aussi que c'était en accord avec la théorie de la relativité générale. L'annonce a été en 2016, donc il y a ce papier qui est signé par à peu près 1000 personnes. Donc, il n'y avait pas Virgo en tant qu'instrument, mais il y avait la collaboration Virgo parce que depuis 10 ans, Virgo et LIGO travaillent ensemble et changent les données.
Et il y avait déjà eu beaucoup de papiers en commun. Donc, la collaboration Virgo a signé ces papiers et l'analyse a été faite de façon conjointe. Donc, la première source, c'était une coalescence de trous noirs d'environ 36-29 masses solaires. Vous voyez ici la phase spiralante et puis la fusion. Et l'accord avec la théorie est très, 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 très bon au niveau de 99%. Donc, la comparaison ici avec les données en gris et la théorie en rouge. Et ce qui est très intéressant, c'est la vitesse de ces deux objets, donc 30 masses solaires qui se déplacent à une vitesse vers la fin qui est de l'ordre de moitié de la vitesse de la lumière. Donc la luminosité, vous la voyez ici, donc il y a 3 masses solaires qui sont brûlées en ondes gravitationnelles à une fraction de seconde. Ça correspond à une luminosité. On peut leur comparer à la luminosité en ondes électromagnétiques, toutes les étoiles de l'univers ensemble. On s'aperçoit que c'est plus grand que cette valeur de la luminosité électromagnétique de l'univers. Donc Virgo arrive dans le réseau LIGO Virgo en 2017 pour la deuxième prise de données. Donc on s'était donné un seuil pour contribuer et voilà, dès que le seuil a dépassé, donc juste avant le août 2017, c'était juste un mois avant la fin de la deuxième prise de données, mais ça suffit pour avoir beaucoup d'événements intéressants. Donc 2 semaines après l'entrée de Virgo, on a eu la première détection triple. Alors, c'était très important parce que jusqu'à ce moment, il y a eu des détections doubles avec donc une localisation à 2 détecteurs, donc avec des capacités réduites de localisation de l'événement. Dès qu'il y a eu 3 détecteurs, il y a eu une localisation qui était 10 fois meilleure que la localisation faite avec 2 détecteurs. Et puis, avec cette première détection triple, et on a pu aussi effectuer des premiers tests sur la polarisation des ondes gravitationnelles. Alors, il faut dire, pour tester la polarisation, il faut au moins 2 détecteurs qui ne sont pas alignés. Alors, les 2 LIGO sont presque alignés. Et donc, puisque Virgo n'est pas aligné, on a pu effectuer ces premiers tests de polarisation qu'on a continué après par la suite. Et puis, donc ça, c'était le 14 août 2017. Le 17 août, il y a eu la première détection de coalescence de 2 étoiles à neutrons, en coïncidence avec une détection d'un sursaut gamma par Fermi intégral. Et cela voilà, a permis de faire beaucoup de mesures très intéressantes. Par exemple, la première mesure directe de la vitesse des ondes gravitationnelles, donc, qui ont donc une vitesse qui est égale à la vitesse de la lumière à 10-15, un niveau de 10-15. Et ça dépend évidemment des hypothèses qu'on fait sur l'émission, le délai de l'émission relative entre la lumière et les ondes gravitationnelles, mais de toute façon, c'est une précision très, très importante. Donc, c'est la vérification d'une prédiction de la théorie d'Einstein, mais qui a eu un impact assez important sur la physique fondamentale, par exemple, notamment sur les théories de la gravité modifiée motivées par l'énergie noire, qui prévoyaient certaines théories une vitesse des ondes gravitationnelles différente de la vitesse de la lumière. Et donc, il y a un certain nombre de théories qui ont été exclues. Il y en a beaucoup qui restent. Mais c'était cette mesure très, très précise de la vitesse des ondes gravitationnelles était très, très importante. Et je le rappelle, ça a été dû à la mesure de la coïncidence entre la détection du sursaut gamma et la détection de l'onde gravitationnelle qui était à 2 secondes près sur un voyage de 130 millions d'années. Toujours avec GW 17017, il y a eu donc
des conséquences très importantes au niveau de l'astrophysique. C'était un événement majeur pour l'astronomie, l'astrophysique multimessager. Donc, grâce à LIGO et Virgo, on a pu identifier la position dans le ciel qui a donné lieu à la identification de la galaxie haute de la source. Et vous voyez ici des images donc, de la détection de la kilonova, donc ce transitoire détecté pour la première fois par le télescope SWOP. Alors ici, j'ai mis la discussion par Slack entre les membres de SWOP quand ils détectent la kilonova. Donc, il y a quelqu'un qui dit « found something » et donc il y a l'autre membre de SWOP qui répond « wow », il montre les images. Donc, vous voyez ici la capacité donc, de Virgo et LIGO en tant que lanceur d'alerte, puisque LIGO Virgo voit plus ou moins tout le ciel, plus ou moins tout le temps, et donc ils peuvent indiquer la source d'une onde de gravitation dans le ciel et donc permettre à des télescopes électromagnétiques ou à neutrinos d'aller regarder dans cette région du ciel. Donc, donc GW 170817, c'était une observation planétaire avec donc l'observation de cette source pratiquement sur toutes les longueurs d'onde. Donc, ça a donné énormément d'articles. Ça, c'est le premier article sur l'observation multimessager avec 3600 auteurs, 56 équipes. Alors, juste là, je voudrais citer quelques résultats. Je vais passer rapidement parce que je n'ai pas énormément de temps, mais il y a eu des résultats grâce à cette détection sur la mesure de l'équation d'état des étoiles à neutrons. Donc, en regardant les détails sur les dernières orbites en termes de forme de l'onde gravitationnelle, on peut comprendre quel est l'effet de la structure interne de l'étoile à neutrons. Donc, on peut utiliser les ondes gravitationnelles comme sonde pour la structure interne des étoiles à neutrons. Ensuite, on peut faire de la cosmologie. Donc, on peut faire des mesures sur la constante de Hubble. Alors, la première fois, ça a été donc pendant GW 170817. Donc, si on connaît le redshift et avec les ondes gravitationnelles, on peut déterminer la distance de luminosité. Donc, on peut remonter à H0. Ça, c'était une mesure faite avec GW 170817. Et on peut aussi faire la même mesure de façon statistique avec les trous noirs. Même s'il n'y a pas le redshift. Pour l'instant, la mesure n'est pas compétitive, mais c'est quelque chose qui commencera à devenir intéressant quand il y aura beaucoup d'événements détectés. Donc, c'était juste des exemples, je passe à travers rapidement, mais sur les choses, sur les résultats précédents et aussi les domaines qui ont été impactés par les premières détections des ondes gravitationnelles. Donc, cosmologie, mais aussi la physique des étoiles à neutrons, la physique des sursauts gamma et la physique fondamentale, bien sûr. Donc, il y a eu, après toutes ces premières détections, le prix Nobel de physique en 2017. Ensuite, l'histoire continue avec le premier catalogue. Donc, à fin 2018, LIGO Virgo publie le premier catalogue des sources d'ondes gravitationnelles. Donc, il y a 11 sources dans les 2 premières prises de données. Donc, 10 coalescences trous noirs et la coalescence d'étoiles à neutrons. Et les données sont publiques. Donc, il y a un gros effort dans Virgo et LIGO pour
mettre les données, publier les données, mais aussi tous les outils qui permettent de les analyser. Et donc, on peut télécharger, il y a aussi des tutoriels pour analyser les données. Donc, tout ça, c'est sur un site, le GWOSC, le Gravitational Wave Open Data Center. Donc, à partir, donc là, je vais parler de la dernière prise de données, donc O3. Donc, O3 est arrivé donc, en 2019, donc 1 an de prise de données entre avril 2019 et mars 2020. Les détecteurs ont été améliorés. Par exemple, Virgo a doublé sa sensibilité. Donc, l'horizon pour les binaires de coalescence en neutrons est passé de 25 à environ 50-60 mégaparsecs. Donc, il y a eu beaucoup de travail sur le détecteur qui a duré plus d'1 an et demi. Vous voyez ici l'horizon. Alors, Virgo avait un horizon d'entre 50-60, LIGO entre 110-50. Et on a, voilà, le travail détecteur a été sur plusieurs fronts, mais alors, je cite un travail très intéressant sur l'injection d'états comprimés de la lumière. Donc, on diminue le bruit quantique en injectant des états non classiques, donc des états qui ont moins de fluctuations. C'est du vide comprimé qui est injecté par la sortie du détecteur, qui diminue. Ici, vous le voyez, la courbe rouge, c'est la sensibilité quand on injecte des états comprimés de la lumière par rapport à la sensibilité en noir quand on coupe cette injection. C'est juste une amélioration parmi les plusieurs améliorations qui ont eu lieu entre O2 et O3. C'est un réseau qui a fonctionné extrêmement bien en termes d'util cycle, de cycle utile. Donc, Virgo a fonctionné pour les 3/4 du temps. Pendant la moitié du temps, il y avait au moins 3 détecteurs et pendant 80% du temps, il y en avait au moins 2. Et puis, seulement 3% du temps, il y avait 0 détecteur qui fonctionnait. Donc, c'est un réseau qui couvre en termes de position dans le ciel, mais aussi de cycle utile qui couvre énormément le temps d'opération. Alors, en quelques mots, les résultats de O3. Donc, il y a eu 56 candidats, au moins un tous les 6 jours. Vous voyez ici la différence entre O1 et O2 et puis le nombre de candidats cumulés pendant O3. 4 événements exceptionnels ont été publiés, je vais en parler tout à l'heure. On a pu détecter des événements à des redshifts plus importants. Donc, on est passé de 0,5 environ pendant O2 à 0,80 pendant O3. Il y a eu des tests plus poussés de la relativité générale. Et le deuxième catalogue, avec 39 nouvelles sources pendant O3A, vient d'être publié. Et l'analyse de O3B est encore en cours. Donc, quelques mots sur les nouveaux résultats. Les événements exceptionnels qu'on a publiés de façon indépendante. Donc, il y a des systèmes asymétriques. Par exemple, 190412 et 190814, c'est les premiers systèmes asymétriques qu'on a pu observer les ondes gravitationnelles au-delà de l'ordre principal, donc avec les overtones. Donc, cela a permis de tester encore plus la relativité, les prédictions de la relativité, mais aussi de rompre une dégénérescence entre la distance de luminosité et l'inclinaison de la source dans le ciel. Donc, avec l'utilisation de ces multipôles, on peut rompre cette dégénérescence. Donc, on passe la courbe là en bleu clair, à la courbe en marron. Donc, vous voyez qu'on peut identifier mieux la distance et la position de l'inclinaison de la source en étant ces deux quantités dégénérées si on utilise seulement le mode dominant. Donc, il y a eu ces systèmes asymétriques.
il y a une nouvelle détection d'une coalescence 2 étoiles à neutrons. C'est intéressant parce que la masse totale du système est plus grande de tous les systèmes connus. Vous voyez ici la masse du système avec 2 hypothèses sur les spins par rapport aux masses des systèmes connus. Donc, c'est une indication que ça pourrait être ce système, ça pourrait appartenir à une population différente par rapport au système connu. Et puis, il y a le premier trou noir de masse intermédiaire, donc c'est la fusion de 2 trous noirs de 66-85 masses solaires, avec un trou noir final de 142 masses solaires. Et là, vous voyez le trou noir de masse intermédiaire ici. Alors, c'est intéressant parce que voilà, on commence à peupler cette région au-dessus de 100 masses solaires. Mais aussi parce que un des trous noirs primaires, celui de 85 masses solaires, est dans le Peristability Mass Gap. Donc, c'est un trou noir qui, d'après les modèles d'évolution stellaire, ne peut pas se former par effondrement gravitationnel. Donc, peut-être c'est un trou noir de deuxième génération. En tout cas, c'est intéressant parce que ça pose des défis, soit pour les modèles d'évolution stellaire, par le Peristability Mass Gap, ou pour la formation de ces systèmes comme système de deuxième génération. C'est aussi le trou noir un des plus distants. Là, dans le catalogue, il y en a d'autres qui ont une distance comparable dans le deuxième catalogue. Et c'est un système le plus massif observé. Donc, ça, c'est les événements exceptionnels. Ensuite, récemment, donc, il y a eu la publication du catalogue de la première partie du O3, donc O3A, avec 39 nouvelles sources. Donc, parmi ces 39, il y a déjà les 4 déjà publiées. Et vous voyez ici, c'est 4 fois plus de sources que le premier catalogue. Donc, on est passé de 11 à 39 en 6 mois. Et avec ce nouveau catalogue, donc, il y a 3 papiers d'accompagnement, donc un papier sur les populations de trous noirs, un papier sur les tests de la relativité générale, un papier sur les sursauts gamma. Et ça permet de faire énormément de statistiques. Par exemple, sur la distribution des masses, donc il y a dans le papier sur la population, déjà il y a la tentative de la comparaison avec la distribution observée avec certains modèles, et on voit qu'il y a des formes de la distribution qui sont préférées par les données, avec certaines conclusions très intéressantes, par exemple la présence de structures dans ces modèles autour de 40 masses solaires. Et il y a des conséquences aussi pour les scénarios de production de ces trous noirs. Par exemple, en regardant les spins, il y a une évidence de spins anti-alignés. Et donc, cela, c'est très important pour comprendre l'origine de ces binaires de trous noirs. Donc, il y a des webinaires. Il y a eu un webinaire sur les résultats généraux du catalogue, un webinaire aujourd'hui sur les populations, et puis un webinaire sur les tests de la relativité générale dans une semaine. Donc là, j'ai mis juste un résumé de tous les résultats. Donc, en termes de tests de la relativité générale, un strong field, mais aussi voilà, des prédictions spécifiques, la vitesse de la lumière, les polarisations, l'émission avec des multipôles, puis les résultats pour l'astrophysique, et puis aussi des résultats pour la cosmologie, donc une mesure alternative de la constante de Hubble. Et puis la mesure sur la vitesse des ondes gravitationnelles qui a eu un effet très important
pour donner des contraintes fortes aux théories alternatives à la relativité générale. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Donc, nous avons un programme d'amélioration qui s'appelle Advanced Virgo Plus. Donc, le but est d'augmenter d'un facteur 3,5 la sensibilité par rapport au 3. Donc, la première phase est en cours d'intégration et donc c'est pour O4, la prise de données O4, donc 2022. La deuxième phase, Advanced Virgo Plus phase 2, c'est pour la prise de données O5, donc 2025 environ. Et donc, si on passe de 50 mégaparsecs d'horizon à 150, 260, si nous sommes optimistes, donc on pourrait arriver à 1 millier d'événements pendant O5, milliers d'événements par an, quelques centaines pendant O4 et 1 millier pendant O5. Évidemment, moi je parlais de l'amélioration de Virgo, mais il y a des améliorations en parallèle aussi sur LIGO. Alors, 2 mots sur les technologies avant de passer à Einstein Telescope. Donc, la première partie de Advanced Virgo Plus vise à améliorer surtout le bruit quantique. Donc, cette courbe violet. Donc, pour le faire, donc, on installe ce miroir de recyclage du signal, donc, pour élargir la bande passante de l'instrument. On installe une cavité de filtrage quantique pour améliorer encore plus l'injection de ce vide comprimé, de l'état de vide non classique. Et puis, on augmente la puissance du laser de 26 watts pendant O3 à 40 watts. Donc, vous voyez ici la courbe, qu'est-ce qu'on espère de faire pendant Advanced Virgo phase 1, donc passer de la courbe en vert à ici la courbe en gris. Et donc, l'installation est en cours. Donc, ici, c'est quelques photos de l'interféromètre, donc le nouveau laser, le nouvel miroir de recyclage dans sa suspension. Et puis des bancs auxiliaires pour contrôler l'interféromètre. Donc, on commence à contrôler l'interféromètre avec des longueurs d'onde différentes, avec les lasers verts pour le contrôle initial de l'interféromètre, alors que le laser principal, c'est un laser dans l'infrarouge proche avec une longueur d'onde d'environ 1 micron. Et puis, on construit cette cavité de filtrage quantique avec une longueur de 300 mètres pour, comme je disais, augmenter l'efficacité de l'injection du vide comprimé et qui permet d'avoir une amélioration due au squeezing, au vide comprimé, non seulement à haute fréquence, mais aussi aux basses fréquences. Donc, il y a des travaux importants en infrastructure qui viennent de terminer. La deuxième partie vise à diminuer le bruit thermique. Le bruit thermique, donc la fluctuation des atomes, des miroirs, et qui limite l'interféromètre à la partie centrale, donc c'est la courbe rouge. Et en particulier c'est le bruit thermique des couches minces des miroirs. Donc pour le faire, on augmente la taille des faisceaux sous les miroirs terminaux à 3 km. Alors, si on augmente la taille des faisceaux, on augmente la surface que le faisceau voit, la surface du miroir vue par le faisceau. Et donc, on moyenne ce bruit des atomes sur une surface plus grande. C'est un gros changement, donc il faut changer notamment la taille des miroirs, passer de 35 cm à 55 cm. Donc, il y a beaucoup de travail de redesign de l'interféromètre, aussi de changer les suspensions et aussi produire ces miroirs de 100 kg et de 55 cm. Et puis, on change aussi les couches minces avec des couches minces améliorées qui ont moins de bruit thermique. Donc, l'idée, c'est d'arriver à la courbe violet ici. Alors, ce n'est pas une courbe, mais c'est une bande qui dépend des hypothèses plus ou moins optimistes qu'on fait sur certains
éléments. Donc, on ne connaît pas encore la valeur exacte. Alors, dans les prochaines années, il y aura aussi d'autres détecteurs. Donc là, c'est le triangle Virgo et le 2 LIGO. Il y aura Kagra au Japon qui est en phase de commissioning. C'est un détecteur souterrain cryogénique. Et puis LIGO India, donc Kagra arrivera pour O4 et LIGO India pour O5. Et donc LIGO India, le terrain a été acheté. Et donc les premiers travaux d'infrastructure commencent. Donc, on commence à réfléchir aussi après au 5 dans Virgo. Donc, on a un programme à la fois d'amélioration de prise de données jusqu'à 2027. Donc, on commence à réfléchir à ce qu'on va faire après. Donc, Einstein Telescope, on le verra tout de suite, pourra prendre des données en 2036. Donc, il y a environ 10 ans. Et donc, on commence à réfléchir à comment utiliser l'infrastructure Virgo après 2027. Donc, continuer des prises de données, améliorer encore le détecteur ou tester des technologies pour Einstein Telescope. Donc voilà, je viens maintenant à Einstein Telescope. Einstein Telescope, c'est un détecteur de 3e génération. Donc, le Virgo initial, c'était la 1re génération, Advanced Virgo, donc maintenant la 2e, Einstein Telescope la 3e. Et donc, la motivation, c'est qu'à un moment, on va arriver aux limites des infrastructures de Virgo et de LIGO. Et donc, il faut changer d'infrastructure. Et Einstein Telescope vise à une amélioration d'un facteur 10 par rapport aux détecteurs existants, mais aussi à pousser un peu la limite basse du spectre de détection vers les basses fréquences. Donc, passer de 10-20 Hz à 1-2 Hz. Donc, pour gagner un ordre de grandeur en sensibilité, donc il faut, nous l'avons déjà vu, travailler sur le bruit thermique, le bruit quantique, mais aussi sur ce bruit en vert, c'est le bruit de gradient de gravité, c'est les fluctuations des masses en dessous du détecteur. Alors, pour diminuer ces bruits, il y a une technique, on pourrait l'appeler brute force, on augmente la taille du détecteur, on augmente la longueur des bras. Et donc, et on va le voir tout à l'heure, E.T. aura des bras de 10 km et donc le signal d'onde gravitationnelle augmente et on a une diminution qui n'est pas tout à fait proportionnelle, mais on a une diminution de ces bruits, de l'impact de ces bruits. Mais avant de parler du détecteur, je vais dire 2 mots sur la science. Alors, Einstein Telescope pourra aborder plusieurs thèmes scientifiques qui sont un peu la suite des thèmes abordés avec Virgo et LIGO, donc l'évolution des trous noirs. Donc, Einstein Telescope pourra voir pratiquement une grande partie, la plus grande partie des merges des trous noirs dans l'univers. Et après, à des redshifts qui correspondent avant la formation des premières étoiles. Vous voyez ici Einstein Telescope en vert, et ici c'est le redshift de la formation des premières étoiles. Donc, par exemple, si on détecte un signal ici à des redshifts très très grands avant la formation des premières étoiles, ça pourrait être une indication de l'existence de trous noirs primordiaux. Il va continuer à explorer la nature de la gravitation, donc la nature des trous noirs, donc avec une détection très très précise des modes quasi normaux des trous noirs, mais aussi pourra sonder l'univers primordial, un fond stochastique produit pendant l'univers primordial. Aussi tester des modèles qui prévoient par exemple des échos d'ondes gravitationnelles dues à la gravité quantique. Pour faire de la cosmologie, donc on a déjà vu que nous pouvons mesurer H0 de façon indépendante et tester des modèles de gravité modifiés
non seulement en utilisant la vitesse des ondes gravitationnelles, mais aussi avec d'autres observables, par exemple la différence en distance luminosité entre une onde électromagnétique et une onde gravitationnelle, pour continuer des études de la matière nucléaire, des équations d'état des étoiles à neutrons, la physique des supernovae et bien sûr en continuant à faire de la physique multimessager en détectant en coïncidence des ondes gravitationnelles et des ondes électromagnétiques. Alors ici, c'est juste, je voudrais juste développer un petit peu ce plot. Donc, c'est sur l'axe X, c'est la masse totale du système, donc c'est un système binaire d'objets compacts. Sur l'axe Y, c'est le redshift. Vous voyez ici, c'est GW 190521. C'est le premier trou noir de masse intermédiaire détecté avec Virgo et LIGO. Donc Z08 pour une masse totale de 140, 150. Et là, vous voyez qu'avec Einstein Télescope, on peut continuer à détecter non seulement des trous noirs, non seulement des coalescences binaires d'étoiles à neutrons, ça c'est GW 170817, mais aussi continuer à détecter des trous noirs de masse stellaire, mais détecter des trous noirs de masse intermédiaire jusqu'à des masses de l'ordre de quelques milliers. Donc, cette physique des trous noirs de masse intermédiaire pourra continuer avec Einstein Télescope. Alors, 2 mots sur l'histoire du projet. Donc, le projet commence à moitié des années 2000. Donc, il y a un premier Conceptual Design Report en 2011. Et puis, ça a continué avec moins d'élan parce que la communauté est occupée par Virgo et LIGO. Et puis, l'élan a été repris il y a 2 ans après les premières détections. Donc, le design, c'est un détecteur en triangle avec des bras de 10 km souterrains. Et alors, en triangle, parce qu'avec le triangle, on peut détecter les 2 polarisations des ondes gravitationnelles. Et l'autre particularité, c'est un détecteur en xylophone. Donc, il y a deux détecteurs, 2 instruments dans le même détecteur, donc un instrument chaud pour détecter les hautes fréquences, donc un instrument froid pour détecter les basses fréquences. Alors, pourquoi souterrain? Pour diminuer le bruit sismique. Alors, quand on diminue le bruit sismique, il y a plusieurs avantages. Donc, on contrôle mieux le détecteur. Les résonances et suspensions sont moins excitées. Mais aussi, il y a moins de bruit dans la zone où on veut détecter des ondes gravitationnelles. Ce bruit, même si en partie est filtré par les pendules, a des effets, par exemple, en termes de lumière diffusée, qui peuvent être très gênants. Et puis, parce qu'on peut diminuer le bruit de gradient de gravité. Alors, quand on construit un détecteur souterrain, il y a moins de bruit sismique. Vous voyez ici des spectres, un détecteur Virgo et puis certains sites souterrains. Les ondes de surface produisent beaucoup moins de bruit qu'en surface. Et donc, le bruit diminue au moins d'un facteur 10, voire plus pour un détecteur souterrain. Alors, le bruit newtonien, le bruit de gravité est très important. Donc, il y a des mouvements de masse en dessous du détecteur et aussi de l'air. Et donc, pour le réduire, en réduisant le bruit sismique, on réduit le bruit de gradient de gravité, mais aussi, évidemment, le bruit des masses d'air de l'atmosphère. Et donc, c'est très important de construire un détecteur souterrain pour la réduction de ce bruit. Alors, pourquoi un xylophone? Alors, le problème fondamental, c'est qu'on veut réduire à la fois le bruit thermique et le bruit quantique.
Alors, pour réduire le bruit quantique, il faut beaucoup de puissance dans les bras, dans l'interféromètre. Beaucoup de puissance, ça veut dire beaucoup de chaleur dissipée. Et pour réduire le bruit thermique, il faut bien sûr des meilleurs miroirs, des miroirs plus grands, mais pour aller à basse fréquence, il faut aussi de la cryogénie. Il faut refroidir le détecteur. Donc, beaucoup de puissance, beaucoup de chaleur dissipée et refroidir le détecteur, c'est des choses qui ont deux problèmes à aller ensemble. Donc, l'idée, c'est de faire deux instruments qui sont le premier consacré aux basses fréquences, donc l'instrument froid, et le deuxième consacré aux hautes fréquences. Et en combinant les deux, on peut avoir une bonne sensibilité de quelques hertz à quelques kilohertz. Et donc voilà, il y a un instrument froid et un instrument chaud qui travaillent ensemble dans le même tube. Évidemment, ça pose des contraintes importantes au niveau de l'ingénierie de l'infrastructure. Alors, il faut, au niveau des technologies, donc ET se compose de deux types de technologies. Les technologies qui sont une extrapolation des technologies utilisées dans Virgo et LIGO, et puis technologies qui ne sont pas encore testées dans LIGO et Virgo, comme la cryogénie, qui sont utilisées aujourd'hui dans le détecteur japonais Kagra, et aussi dans certains prototypes qui sont en cours de développement. Et puis, je passe rapidement au planning et puis aux conclusions. Donc, un planning possible pour ET. Donc, en septembre, nous avons envoyé une candidature pour être à la feuille de route des infrastructures de recherche européennes. Les résultats seront en 2021, septembre 2021. Et aussi, nous avons écrit un update du design report de 2011. Donc, il y a un document qui est public, qui a le design de l'instrument et aussi le science case au vu des nouveautés en termes de technologie et aussi en termes de science dans les 10 ans passés. Ça, c'est un planning possible. Donc, en ce moment, il y a un gros travail pour l'organisation du consortium ET. Nous sommes en train de formaliser la collaboration ET. Dans les prochains 3 ans, il y a un Technical Design Report, puis une sélection du site. Donc, il y a 2 sites candidats, un site en Sardaigne, en Italie, un site à le Nord-Europe, avec un Vertex en Allemagne, un Vertex en Belgique, un Vertex aux Pays-Bas. Et puis, évidemment, si le projet a financé, le planning que nous avons présenté prévoit le début des travaux en 2027, le début de l'installation en 2032 et la prise de données en 2036. Voilà, donc mes conclusions. Donc, c'était 5 ans très intéressants pour les ondes gravitationnelles, avec beaucoup de résultats. Il y a d'autres développements dont je n'ai pas eu le temps de parler. Donc, il y a LISA Pathfinder qui a eu de très bons résultats. LISA est maintenant dans la feuille de route de l'ESA. Il y a des résultats intéressants aussi sur le chronométrage des pulsars. Mais évidemment, ici, je me suis focalisé sur LIGO, Virgo et ET. La prise de données au 3, c'était un succès. Il y a eu des instruments qui ont fonctionné tout le temps, 3 instruments ensemble, avec des alertes publiques, un duty cycle pour Virgo de 75%, des événements exceptionnels publiés et un nouveau catalogue avec 4 fois plus d'événements en 6 mois que les 2 prises de données précédentes. Et l'analyse est encore en cours pour la deuxième partie de la prise de données. Advanced Virgo Plus, donc notre programme d'amélioration pour O4, O5 continue. Évidemment, il y aura des retards dus au Covid. Pour l'instant, O4 est prévu le premier semestre 2022 et O5 en 2025. Donc, c'est de façon conjointe avec LIGO.
Et puis, le projet Einstein Telescope est en train de se structurer, de décoller. Donc, il y a un grand programme scientifique en continuation avec LIGO Virgo. Vous avez vu, juste un exemple, le potentiel en termes, par exemple, de physique de trou noir de masse intermédiaire, physique fondamentale, cosmologie, physique des étoiles à neutrons. La proposition a été soumise à ESFRI. Nous sommes en train de travailler sur la structuration de la collaboration et nous prévoyons d'avoir un premier workshop Einstein Telescope France en février et ça sera annoncé je pense, la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Mathéo. C'était vraiment un séminaire ébouriffant, je trouve, du point de vue des résultats. Donc, il est ouvert pour les questions. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions à poser, levez la main, puis je vous passe la parole. Si vous n'en posez pas, moi j'en ai une bonne demi-douzaine, hein, donc je préfère que vous commenciez d'abord. Bon, alors en attendant que les gens préparent leurs questions, s'ils en ont, moi je vais en poser une première, puisque je ne vois pas de main levée là actuellement. J'avais pas réalisé en fait, et j'ai réalisé quand tu en as parlé, que quand tu parles d'augmentation de sensibilité, quand la sensibilité augmente d'un certain facteur, la distance maximum augmente du même facteur. Ça vient du fait qu'on détecte des amplitudes, c'est ça, de forme d'onde et non pas... C'est ça, hein, d'accord. Oui, C'est vrai oui, que tout à fait. naïvement, quand on fait de l'électromagnétique, on a tendance à penser à la racine carrée de la distance. Ok. Oui, oui, tout à fait. On détecte un champ, oui, une amplitude. Oui. Alors, on a une question de Sébastien Galtier à tout le monde, mais en fait, Sébastien, tu peux la poser oralement si tu veux, sinon elle est dans le chat. Est-ce que Cagra a fait des détections? Non, Cagra est en phase de commissioning, donc il a commencé à fonctionner, mais avec une sensibilité assez limitée, de l'ordre de 1 mégaparsec. Donc, ce n'est pas encore suffisant pour voir les sources typiques que nous avons détectées. Donc, par exemple, là, Virgo est à 50-60 mégaparsecs. Voilà, donc la réponse courte est non, mais ils ont fait beaucoup de progrès. C'est un détecteur compliqué, souterrain, cryogénique, très intéressant ce qui se passe à Cagra en ce moment. Aussi dans l'optique de Einstein Telescope, parce qu'on peut apprendre énormément de Cagra. Quelles sont les différences fondamentales en fait, de concept entre Cagra et Einstein Telescope? Puisque les deux ont de la cryogénie, ils sont souterrains. C'est la taille, c'est en deux mots? Alors, donc Cagra est plus petit, Oui, donc c'est la taille. 3 km. Ouais. Alors, Cagra utilise des techniques, donc il y a la cryogénie, mais il y a beaucoup de paramètres et l'interféromètre qui rappellent le Virgo et LIGO. Cagra utilise des miroirs de saphir. Alors, pour Einstein Telescope, on pense plutôt au silicium. Il y a quelques différences comme ça. Okay. Mais au niveau de la cryogénie, donc je pense que vu de loin, le fait d'utiliser la cryogénie, c'est quand même qui le rapproche énormément d'Einstein Telescope. Parce que la cryogénie, ce n'est pas seulement le problème de la dissipation de chaleur, c'est aussi le problème des vibrations des cryostats. Ça, c'est quelque chose qu'il faut évaluer très en détail parce qu'on veut construire des détecteurs très sensibles, mais tous ceux qui ont travaillé en cryogénie savent que les cryostats sont très bruyants. Et donc, voilà, il faut faire attention à cela. Alors, merci. Là, il y a des questions qui arrivent sur le chat. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. Alors, Jean-François lève la main. Je pose d'abord les questions qui sont par écrit. Il y a Cédric View qui demande le vide comprimé, techniquement, comment ça s'obtient? Alors, il s'agit de... C'est produit avec des techniques d'optique non linéaire. Donc, je peux montrer un peu le...
seconde. Alors, voilà. Alors, vous voyez ici, donc c'est en fait le cœur de la production du vide comprimé, c'est cette optical parametrical amplifier. C'est un composant d'optique non linéaire qui en fait crée des comment on dit, des corrélations entre les photons et permet en fait, grâce à ces corrélations, de diminuer les fluctuations en fait du vide classique. Donc c'est des techniques d'optique non linéaire. Voilà, ça c'est la réponse courte. D'accord. C'est des techniques, alors, c'est réalisé, en fait, tout se base sur le fait que le bruit quantique, si on fait une analyse complète de comment fonctionne un interféromètre, se base sur le fait que donc le bruit quantique tient son origine de fluctuations quantiques du vide. C'est-à-dire que si on fait donc la quantisation du champ électromagnétique, on s'aperçoit qu'il y a des fluctuations du vide, des fluctuations du point zéro. Et c'est ces fluctuations du vide qui rentrent dans l'interféromètre et entrent dans la sortie de l'interféromètre parce que c'est la partie qui compte. Elle peut rentrer aussi d'ailleurs, mais c'est la partie qui compte et se mélange avec le faisceau principal. Et donc, ce mélange entre la fluctuation du vide et le faisceau principal donne lieu au bruit quantique, donc au bruit de photons, au bruit de pression de radiation. Donc, ça, c'est un peu la théorie. Et donc, l'idée, c'est vraiment de remplacer ce vide par ce vide avec des corrélations entre les photons produits par ces techniques d'optique non linéaire. Et cela a été réalisé aux années 80, notamment par quelqu'un qui s'appelle Carlton Case, qui a compris, qui a fait cette théorie du bruit quantique en termes de fluctuation du vide. Et il a aussi proposé l'injection de ces états de squeezing. À partir de là, le travail a commencé sur la production de ces états de squeezing, ces états de vide comprimé. Aujourd'hui, on arrive à le faire de façon routinière. Donc, dans Virgo O3, le squeezer a fonctionné pendant, si je me souviens bien, peut-être 95 ou plus % du temps. Et le terme vide comprimé, c'est vraiment le terme techniquement consacré. Ce n'est pas des états comprimés de la lumière dans le vide ou un truc comme ça. C'est vraiment le vide comprimé. Oui, squeeze vacuum. Okay, oui. C'est étrange. On l'appelle squeeze vacuum. Jean-François Lestrade, et après je reprendrai le chat. On peut faire aussi de la squeeze light. Là, c'est du squeeze vacuum. On peut faire de la squeeze light. Là, c'est des états de la lumière où il y a un moyen de zéro photon. Donc, c'est zéro photon, c'est du vide, mais on peut faire aussi de la squeeze light. On peut faire du vacuum squeeze ou du bright squeeze. Jean-François, si tu veux poser ta question directement. Je reviens sur le résultat scientifique que tu as évoqué sur la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles qui est très proche de la vitesse donc de la lumière. Et tu as évoqué que tout ça, ça vient d'une mesure d'une différence ou alors je suppose d'une limite de 2 secondes sur l'événement gamma ray burst et l'événement onde gravitationnelle. Et la question que j'ai, c'est est-ce que, bon, ces 2 secondes, ça paraît, alors 2 secondes et l'événement, bon, à une certaine distance, hein, je n'ai pas retenu
la distance, mais tu l'as évoqué. Les 2 secondes, ça paraît énorme. Est-ce que c'est lié à un problème de synchronisation entre les instruments, c'est-à-dire détection électromagnétique et détection ondes gravitationnelles, ou c'est lié à la forme de l'événement gamma-ray burst, par exemple, qui n'est pas bien définie? Et quelles sont les perspectives d'améliorer en fait cette coïncidence entre les 2 vitesses? Alors, donc, en effet, la détection vient d'une détection, donc la mesure de la différence du temps d'arrivée de sursaut gamma avec l'onde gravitationnelle. Le sursaut gamma arrive après et l'onde gravitationnelle arrive avant, et donc c'est 2 secondes d'écart, 1,7 secondes d'écart, plus ou moins. Et alors, 1,7 secondes, le voyage dure 130 millions d'années. Hein. Donc, 2 secondes, bon, voilà, ça correspond à peu près à X-15, X-16. Donc, c'est petit, c'est petit. Alors, l'hypothèse, on peut faire des hypothèses sur les temps d'émission. Donc, l'hypothèse, c'est que on peut dire, est-ce que les ondes gravitationnelles et la lumière sont parties ensemble? Est-ce que la lumière est partie un peu après les ondes gravitationnelles? Évidemment, si tu fais l'hypothèse que les ondes gravitationnelles et la lumière, donc la lumière est partie, donc le sursaut est parti 2 secondes après, que la lumière et les ondes gravitationnelles se propagent de la même façon de la source jusqu'à nous, tu trouves ces 2 secondes. Alors, comme on a, enfin, il y a une incertitude sur ce temps d'émission relatif, on peut être conservatif et dire voilà, que la limite est quand même de l'ordre de 10-15. Voilà, c'est plus ou moins. Donc, ce n'est pas une limite sur la mesure elle-même, mais plutôt sur l'hypothèse que tu fais de l'émission. On ne sait pas, enfin, après, il y a des modèles, bien sûr. Hein, je ne suis pas un expert de sursaut gamma, mais il faut faire des hypothèses sur l'émission. Et donc, si vous voulez, il n'est pas envisageable que, excusez-moi, il n'est pas envisageable que par contre l'émission gamma ait eu lieu plusieurs secondes avant, par exemple. Non, ça, alors, je vois Susanna qui est là, qui oui, pourra commenter. Si vous voulez, je peux commenter justement. Oui, vas-y, Susanna, bien sûr. Oui, non, c'est pas bon parce que vous avez justement la coalescence, et donc c'est lorsque l'objet, disons, qui a lieu après la coalescence, donc la formation d'un trou noir, disons. Ça peut être un magnétar qui après tourne un trou noir, ça c'est autre chose, mais hypothisons la formation du trou noir, c'est lorsqu'il y a lieu cette formation que le jet de sursaut gamma se forme, et il faut aussi qu'il sorte pour qu'il soit détecté. Donc, il y a en tout cas un temps pour la formation du jet et le fait qu'il sorte du matériau, comment je peux dire, des éléments, de l'environnement qu'il y a autour de ce trou noir. Donc, on s'attend à ce temps-là. Après, justement, je pense que personne n'a connaissance aujourd'hui du mécanisme exact pour la formation des jets dans n'importe quel système, disons. Donc, cette distance temporelle est difficile à préciser théoriquement plus que ça. Donc, c'est pour ça que l'estimation, après, c'est conservatif de 10 puissance moins 15, ce que tu disais, ce qu'on peut dire. Mais, donc, l'hypothèse, la théorie de sursaut gamma nous dit ça. On a la connaissance et après, la formation du jet, et il faut que le jet sorte et après, il est détecté. D'accord. On a une question sur le chat de Anne-Charlotte Perlbag qui demande comment faites-vous pour situer la source des ondes gravitationnelles? Bon, là, j'imagine que c'est de l'interférométrie classique. Hein. Chaque bras donne un système de franges, c'est ça?
Alors, si je comprends bien la question, donc c'est la question sur la localisation de la source. Donc, on combine les données des 3 détecteurs. Donc, on utilise le temps de vol relatif entre les détecteurs. Donc, c'est une, disons, soi-disant triangulation. On utilise aussi l'amplitude. Donc, on combine vraiment les formes d'ondes. Et voilà, mais c'est à la base, c'est vraiment, on pourrait dire, c'est de la triangulation. Donc, avec 2 détecteurs, on fait une bande dans le ciel. Et avec 3 détecteurs, on a un spot plus ou moins grand, qui dépend évidemment du rapport signal à bruit, mais c'est essentiellement ça. Est-ce qu'il y a... Pardon. Vas-y, je t'en prie. Oui, après, on peut déterminer la... Alors, ça, c'est les deux dimensions. En fait, on arrive aussi à donner la distance. Alors, pour la distance, on utilise quelque chose de très intéressant pour les ondes gravitationnelles, c'est qu'avec la phase de l'onde, donc, on reconstruit les paramètres du système. Donc, par exemple, les masses. Une fois que nous avons les masses, les paramètres du système, disons en général, nous avons l'amplitude de l'onde gravitationnelle à la source. Et en ayant l'amplitude de l'onde gravitationnelle à la source et au détecteur, et en sachant que ça diminue comme 1 sur R, là, voilà, on peut reconstruire la distance de luminosité. Voilà, c'est le paramètre auquel nous avons accès. Donc, nous donnons la distance de luminosité et la position dans le ciel. Donc, on peut identifier la source dans une région de l'espace. C'est cela qui permet après au télescope d'aller regarder à cette position, mais aussi à cette distance. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, j'en ai une naïve, je ne suis pas du tout spécialiste. Ah non, Thibault Lebert vient de lever la main. Vas-y Thibault, prends la parole s'il te plaît avec ton micro. Tu peux mettre ta caméra si tu veux aussi. Merci. Ma question est sûrement aussi très naïve. Enfin non. Est-ce que la formation d'un pulsar ou d'un trou noir dans un événement de type supernova est détectable par les détecteurs gravitationnels? Alors, l'effondrement d'une étoile, hein. Je ne parle pas de la coalescence de 2 étoiles, 2 objets compacts, mais l'effondrement d'une étoile. Alors, oui, disons, théoriquement oui, mais c'est très difficile parce que d'après les modèles d'effondrement, les effondrements sont très symétriques et donc, par contre, l'onde de gravitation elle est produite par une accélération d'une distribution de masse qui possède un moment de quadrupole. Et donc, si là, l'effondrement est complètement symétrique, il n'y a pas d'émission. Si l'effondrement est légèrement asymétrique, il y a un peu d'émission. Cela donne des limites, enfin des amplitudes attendues qui sont beaucoup plus faibles que les amplitudes pour les coalescences d'étoiles à neutrons ou les trous noirs. Et donc, si je me souviens bien, donc, avec Virgo et Lagos, ce n'est pas possible. Si je mets dans les durées de vie des détecteurs les taux estimés d'une supernova galactique, avec Einstein, avec Einstein Telescope, ça pourrait être possible, la détection d'une supernova galactique. Vous voyez, là, déjà, on parle d'objets galactiques pour les supernovas, alors que pour les coalescences d'étoiles à neutrons et neutrons noirs, c'est des objets extragalactiques. Donc, c'est déjà la différence. Merci. Merci Mathéo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, j'en ai une aussi.
naïve, hein, aussi c'est pareil. Tu as mentionné pendant O3 la détection du trou noir de masse 85, masse solaire, un peu comme ça, en disant que c'était d'une certaine manière une surprise. Mais dans les cycles précédents, tu avais mentionné la détection de fusion de trous noirs de 20, 30, 35 masses solaires. Donc, quand ils fusionnent, ça donne effectivement des trous noirs de la somme des deux masses, moins ce qui est émis en ondes gravitationnelles. Donc, est-ce que finalement, la statistique ne va pas nous permettre la statistique des fusions pourrait nous donner une statistique des masses, ou est-ce qu'elles sont tellement rares que c'est... Voilà. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une explication naturelle, le résultat de fusion? Parce que, alors, disons que c'est pas que c'est pas possible. Alors là aussi, je ne suis pas un expert de modèles de formation des systèmes binaires, mais le problème, c'est que c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué de faire un trou noir de deuxième génération qui fusionne avec un autre trou noir. Il faut un mécanisme qui permette à ce trou noir de deuxième génération déjà de se former. Alors, on a déjà vu dans O2, si je me souviens bien, un trou noir final de l'ordre de 80 masses solaires. Donc, on a vu des trous noirs de deuxième génération. On avait déjà vu, il y en a d'autres, sans doute, dans le nouveau catalogue. Je n'ai pas tous les chiffres en tête de trous noirs détectés, mais on a déjà vu des trous noirs finaux de 80 masses solaires. Donc, ça pourrait être un trou noir de deuxième génération. Mais il faut imaginer que ce trou noir qui a déjà des... Évidemment, ça existe, on en a vu, mais c'est un processus compliqué. De former un système comme ça, il faut qu'il rencontre un autre objet et qu'il fusionne avec un autre objet. Donc, voilà, il faut que ça soit possible au niveau des temps et des modèles, soit par capture dynamique ou dans évolution enveloppe commune. Mais voilà, ça pose des problèmes qui ne sont pas, disons, théoriques, mais qui sont quand même des problèmes de formation de ces systèmes. Les statistiques ne sont pas très favorables, quoi. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres... Bon, moi, j'en ai une douzaine d'autres questions, mais je les enverrai par mail. S'il n'y a pas d'autres questions, écoute, on va te remercier beaucoup pour ce séminaire extrêmement intéressant. Si vous voulez mettre vos micros pour applaudir, c'est tout à fait possible. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci pour l'invitation. Bravo, merci. Merci, à bientôt. Wow. Au revoir à tous. Au revoir, Mathéo.